بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous allons traiter dans cette vidéo, dans cette séance, le traitement de la difficulté de l'entreprise à travers la solution du redressement judiciaire. Et en se référant bien sûr à la loi 73-17 qui a remplacé et abrogé le livre 5 du Code de commerce, on remarque dans l'article 575 que cette procédure de redressement judiciaire est destinée à toute entreprise en état ou en situation de cessation des paiements. Donc ça, c'est la leçon la plus importante. C'est l'idée principale de ce qui diffère la procédure de redressement et celle de la liquidation, ainsi que le plan de sauvegarde et la conciliation ou les procédures extrajudiciaires. Donc selon l'article 575, l'entreprise doit être obligatoirement, je dis bien obligatoirement, en état de cessation des paiements pour qu'il puisse bénéficier ou pour qu'il puisse faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Ainsi, bien sûr, la cessation des paiements a été définie dans l'article 575, parce qu'avant, on n'avait pas une définition, il fallait attendre la Cour de cassation française, après, bien sûr, attendre l'ancienne Cour suprême, qui aujourd'hui est la Cour de cassation, pour nous dire que, soi-disant, l'état de cessation de paiement, c'est toute situation dans laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible par son actif disponible. Alors là, bien sûr, selon l'article 575, on remarque bien sûr que la situation de cessation des paiements est avérée lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de régler ses dettes arrivées à échéance et exigibles avec son actif disponible, donc y compris les créances nées des engagements conclus pendant le règlement amiable tels qu'ils sont indiqués dans l'article 556. Donc là, vous remarquez que lorsqu'on parle du redressement judiciaire, de la cessation des paiements, plus précisément, là on parle de l'impossibilité. L'impossibilité. Donc avant, la Cour de cassation, il parlait n'est pas en mesure. Mais là on parle de l'impossibilité. Le texte est clair. L'impossibilité, ça veut dire on parle d'une personne qui ne peut pas payer. Pas une personne qui ne veut pas payer. Ça veut dire toute personne qui ne veut pas payer, on peut passer au recouvrement forcé des créances à travers les mesures conservatoires, les saisies conservatoires qui peuvent transformer en saisie exécutoire, la vente aux enchères de ces biens. Donc toutes les procédures exécutoires sont possibles. Mais lorsque son actif ne couvre plus, il n'est plus en mesure, il est dans l'impossibilité de payer, à partir de là, on peut dire qu'il peut demander, ou les personnes qui sont habilitées, qui ont la qualité de demander l'ouverture de la procédure de redressement, bien sûr, et qui peut être reçue par cette demande peut être recevable au niveau de tribunal de commerce. Là encore, le même texte, il élarge un peu, il ne définit qu'est-ce qu'on entend par cessation des paiements, parce qu'avant, il y avait des controverses par rapport à l'interprétation de la saisine d'office du tribunal, comment un tribunal peut se saisir d'office. Mais là, bien sûr, le tribunal, parce qu'il y a toujours cette incohérence entre le livre 5, l'ancien livre 5, et l'article 3 du Code de la procédure civile, qui exige à ce que le tribunal doit statuer dans la limite des demandes de parties. Ça veut dire que le juge il agit selon à la diligence du demandeur et selon les demandes du demandeur, bien sûr, parce que les règles, plutôt les principes les principales règles de la bonne justice, c'est la neutralité du juge et l'impartialité du juge.
Alors là, quand est-ce que le juge peut saisir d'office? Donc on trouve la réponse dans l'article 575, lorsque le débiteur n'exécute pas les engagements, bien sûr, conclus dans le cadre de l'accord à l'amiable. Ceci veut dire qu'on a accordé une chance au chef d'entreprise et c'est lui qui a demandé cette procédure qui n'est pas obligatoire, qui est volontaire, qui est consensuelle, qui émane de sa propre volonté dans le cadre de l'autonomie de sa volonté, mais malgré ça, il n'a pas honoré ses engagements à partir de là. Donc ça, c'est une présomption irréfragable, comme quoi elle est soit en état de sans dépaiement, soit en état de situation irrémédiablement compromise. Alors là, le juge, le président de tribunal, qui a été saisi par le règlement amiable, qui a homologué ce règlement amiable, bien sûr, va transmettre bien sûr le dossier au tribunal, soit pour ouvrir une procédure de redressement, soit pour ouvrir une procédure de liquidation si la situation de l'entreprise est une situation irrémédiablement compromise. Là encore, il y a un principe qui est très important et qui a subi une modification au niveau de la loi 73-17 et c'est dicté par l'article 576. C'est que le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture de la procédure de redressement dans un délai de 30 jours à partir de la date de la cessation des paiements. Avant, il devrait la demander dans un délai de 15 jours. Maintenant, le législateur a prolongé le délai de 15 jours à 30 jours. C'est pour donner plus de chance, bien sûr, au chef d'entreprise à demander et bien sûr à aller au tribunal pour déclarer la cessation des paiements sous peine d'être condamné à une déchéance commerciale. Alors, il dépose, donc le chef d'entreprise, il dépose sa demande d'ouverture au greffe de tribunal de commerce dans laquelle elle expose les motifs qui ont conduit l'entreprise à la situation de la cessation des paiements. Après avoir, bien sûr, demander cette procédure de redressement, il y a un nombre de phases. La première phase, bien sûr, si on veut schématiser le process, c'est que il y a une demande, on verra qui a le droit de demander. Juste après la demande, il y a une phase de préparation de la solution, si qualifiée par le législateur français comme une phase d'observation. C'est aussi une phase de préparation de solution. Après cette phase de préparation de solution, il y a la phase d'adoption de la solution et la phase de l'exécution de la solution. Et entre-temps, bien sûr, il y a toujours cette possibilité de transformation de la solution de redressement en liquidation judiciaire. Alors tout à l'heure, on a expliqué que le chef d'entreprise doit demander, doit déposer. Donc il doit déposer, c'est une obligation de résultat parce qu'elle est assortie d'une sanction, à savoir la déchéance commerciale. Aussi le débiteur, il a le droit de déclencher, plutôt le créancier, il a le droit de déclencher la procédure de redressement judiciaire. Donc tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, a le droit de déclencher la procédure de redressement. Donc lorsqu'on parle de la nature de la créance, faites attention, on parle aussi, est-ce que la créance est une créance civile ou une créance commerciale? Avec toujours une condition suspensive, c'est que la créance doit avoir un lien direct avec l'activité. Par exemple, un locataire d'un bien ou d'un immeuble à l'entreprise en état de cessation des paiements. Pour le propriétaire, la créance est civile. Mais est-ce qu'il peut demander l'ouverture? Oui, il peut. Même si le législateur, bien sûr, a adopté des règles spécifiques par rapport au contrat de bail. Donc, parce qu'il y a des actes qui sont qualifiés d'actes mixtes. Il est civil par rapport à l'un et commercial par rapport à l'autre. Certes, l'acte est commercial par rapport à la société,
soit qu'il est par la forme, soit qu'il est par nature, soit qu'il est par accessoire. Mais par rapport à l'autre partie, il peut être civil. Mais du moment qu'il y a un lien avec l'activité, il peut demander l'ouverture de la procédure de redressement. Et même le législateur a facilité la tâche pour ce créancier. Il a le droit de demander la procédure et de faire même la déclaration de sa créance après, même s'il n'a pas de titre de créance. Le troisième, donc, c'est le débiteur dans un délai de 30 jours. 2, les créanciers, quelle que soit la nature de leur créance. Bien sûr, le ministère public, à la demande du ministère public, parce qu'on l'a déjà expliqué à maintes reprises, faites attention, la loi 73-17, c'est un texte spécial en matière de règles de fond et de forme. Et c'est un texte qui est dicté spécialement pour sauver l'entreprise, pour assainir l'économie. Bien sûr, redresser et sauver l'entreprise qui est viable et en même temps tuer les canards boiteux à travers la liquidation judiciaire. Et même au niveau de la liquidation judiciaire, on peut dire que le législateur cherche à sauver l'activité ou la branche d'activité qui est viable. Mais ça veut dire que il autorise, même dans le cadre de la liquidation judiciaire, de céder toute branche d'activité lorsqu'elle est complète et autonome et elle renvoie vers les dispositions de plan de cession. Ça veut dire qu'il adopte une solution de redressement dans le cadre d'une solution de liquidation. Ceci veut dire que même la liquidation n'est pas une solution uniquement pour réaliser et payer. Donc c'est pour cela que le rôle de juge dans le traitement de la difficulté des entreprises est un rôle purement économique et que le législateur, avec toutes ces dispositions, avec l'arsenal pénal qu'il a adopté dans la loi 73-17, on ne peut dire qu'il a instauré un nouveau, bien sûr, ordre public économique. Et du moment que c'est un ordre public économique, donc le ministère public joue un rôle très important, que ce soit au niveau de l'ouverture de la procédure, que ce soit au niveau bien sûr, de son rôle dans l'adoption de la solution, et que ce soit au niveau de l'usage des voies de recours. Le ministère public joue désormais un rôle très très important. C'est pour cela que le législateur a accordé au ministère public la possibilité d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire. Le quatrième cas, ce qu'on a déjà évoqué, c'est la saisine d'office du tribunal. Donc, on souhaiterait que le législateur accorde bien sûr un rôle au comité d'entreprise, accorde un rôle au délégué du personnel, plus que ce qu'il a accordé dans la loi, ce qui lui aura été accordé dans la loi 73-17, parce que on souhaiterait bien sûr, s'il y a des réformes à faire, c'est bien sûr de donner plus de poids au comité d'entreprise, que ce soit au niveau de l'ouverture de la procédure, que ce soit au niveau du vote sur les solutions qui vont être adoptées par rapport à l'entreprise en état de cessation de paiement. Alors au niveau après cette demande, l'article 586 nous explique que l'activité de l'entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement judiciaire et que le prononcé de jugement du redressement judiciaire n'emporte pas la déchéance du terme. Ça veut dire qu'il y a une demande, il y a un jugement. Bien sûr, dans ce jugement, ils sont nommés les organes de procédure. On a déjà parlé de ça. Donc, il y a le juge commissaire, il y a le syndic. Donc, et dans le jugement, on fixe la mission du syndic. Est-ce que c'est de contrôler, d'assister le chef d'entreprise dans la gestion de l'entreprise, ou de gérer partiellement ou totalement l'entreprise. Mais ce jugement, comme on m'a expliqué, a des effets à partir de sa date.
comme il a des effets par rapport à d'autres catégories de personnes telles que les créanciers, à partir de sa publication au bulletin officiel, surtout lorsqu'on parle de la déclaration des créances pour les créanciers dont la liste n'est pas transmise plutôt au syndic, ou les créanciers qui ne disposent pas de sûreté qui sont publiés. Alors là, bien sûr, il y a une règle qui est très importante et qui est dictée par l'article 587. Faites attention parce qu'à tout moment, le tribunal, à la demande motivée du syndic, d'un contrôleur, de chef d'entreprise ou d'office sur un rapport de juge-commissaire, peut ordonner la cession totale ou partielle de l'activité et prononcer la liquidation judiciaire. Alors, ceci veut dire que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une offre de cession, est un appel public à recevoir des offres de cession. Ceci veut dire qu'une fois qu'il y a un jugement, tout cessionnaire peut présenter son offre. Le tribunal pourra adopter l'offre qui garantit durablement l'emploi, le paiement des créanciers et le maintien de l'activité. Donc il n'est pas obligé d'adopter la solution du redressement à travers le plan de continuation, comme le tribunal à tout moment peut, s'il s'avère au tribunal à partir, donc pendant la période, et c'est la raison d'être de la période d'observation ou de la période de préparation de la solution qui est de 4 mois renouvelable une seule fois, donc il peut aller jusqu'à 8 mois, c'est la raison d'être de cette période pour s'assurer de la situation économique et financière et sociale de l'entreprise. Si la preuve est établie entre les mains du tribunal que l'entreprise est dans un état irrémédiablement compromise, alors là, donc, si l'état de l'entreprise est dans une situation irrémédiablement compromise, automatiquement, à tout moment, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire. Comme si, au moment de la préparation de la solution, le tribunal reçoit une offre très importante et l'abandonne, ce qu'il a déjà entamé, il peut adopter automatiquement un plan de cession en fonction de ses procédures et des modalités dictées par la loi 73-17. Alors là, selon l'article 588, le syndic, on parle ici de la période de la... Attention, on parle de la période de la continuité de l'exploitation. Donc je ne parle pas de... Il ne faut pas confondre entre la continuation ou la continuité d'exploitation et le plan de continuation. Là, au niveau de l'article 588, on parle de la continuité de l'exploitation. C'est-à-dire c'est la période d'observation, de préparation de la solution. C'est la période qui précède directement le jugement d'ouverture, jusqu'à ce que le tribunal adopte la solution. Mais le plan de continuation, c'est une solution de redressement, qui peut être soit le plan de continuation qui peut aller jusqu'à 10 ans, soit un plan de cession. Bien sûr, le plan de continuation, il est présenté par le chef d'entreprise. Le plan de cession, il est présenté par une tierce personne. Bien sûr, la loi a défini les personnes qui peuvent présenter des offres. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit le débiteur ou un parent ou un allié du débiteur. Alors l'article 588 dit que le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours. Alors, il a la seule faculté d'exécuter les contrats en cours. La seule exception, bien sûr, qui est faite en matière de l'article 588, c'est les contrats de travail. Alors, il exige la continuité de contrat en cours fournissant la prestation promise au contractant. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure faite du syndic s'il est resté plus d'un mois sans réponse. Donc, si le contractant ou le co-contractant veut résilier le contrat, il n'a qu'à envoyer une mise en demeure au syndic. Puisqu'il reste dans un délai, après un délai de 1 mois, sans réponse du syndic, donc ce silence sera qualifié comme une résiliation acquise
de ce contrat de fourniture de biens ou de services. Là, bien sûr, le co-contractant je dis bien, il doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise des engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Là, l'article 588 a bouleversé l'économie du contrat et on peut parler même de la crise du contrat dans la loi 73-17. Pourquoi? Parce qu'elle a écarté un principe fondamental de la force obligatoire du contrat, à savoir l'exception d'inexécution. Donc on ne peut pas soulever l'exception d'inexécution. Donc le contractant doit remplir ses obligations contractuelles, même si l'entreprise, le chef d'entreprise, n'honore pas ses engagements, bien sûr. Alors le défaut d'exécution n'offre droit, bien sûr, au profit de créancier qu'à déclaration au passif. Donc la seule chose que ce contractant a entre les mains, c'est de déclarer ce qu'il a déclaré, bien sûr, au syndic. Alors, si le syndic n'use pas de la faculté poursuivie de contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts. C'est bien. Dont le montant sera déclaré au passif. Donc, on ne reçoit rien, on déclare, on devient un créancier. Un simple créancier, un créancier qui regrafère. L'autre partie peut néanmoins différer la restitution de sommes versées en exerçant par l'entreprise l'exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le dommage et intérêt. Alors, c'est tout simplement, le contrat est maintenu suite à une décision prise par le syndic. Donc là, bien sûr, la relativité des conventions et des contrats est touchée. Le contrat n'engage que les parties et ne profite que parties. Seules les parties ont le droit de modifier et toute personne qui n'est pas partie au contrat selon les règles de procédure civile n'a pas qualité de contester et même de demander d'annuler le contrat ou de le mettre en cause. Là, on a un syndic qui est mandaté par le juge, qui est mandaté plutôt par la loi, ça veut dire l'article 588, et donne au syndic le droit de maintenir les contrats en cours, et le silence du syndic est qualifié comme une acceptation de résiliation si et il renonce à travers ce silence. L'entreprise doit honorer ses engagements contractuels, même si l'entreprise, le contractant doit honorer ses engagements, même si l'entreprise n'honore pas. Et si jamais il y a des dommages et intérêts à verser au contractant, ils vont être déclarés au passif. Donc c'est tout simplement une acceptation de créance, mais ce n'est pas un paiement de cette créance, et ça ne change rien par rapport au créancier, qui est toujours un créancier qui regrafère parce qu'il n'a pas de sûreté. Alors, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité. Remarquez donc, interdiction de diviser le contrat, interdiction de résilier ou la résiliation et la résolution. Ça veut dire, on parle ici de disparition de cause ou de disparition d'objet, et résolution de contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Donc il ne peut jamais être comme excuse de redressement judiciaire de faire valoir une clause contractuelle, de faire valoir une disposition du contrat, de demander de diviser le contrat ou de résilier le contrat ou de faire valoir une clause résolutoire. Les dispositions, bien sûr, de la loi, de l'article 588 ne s'appliquent pas, bien sûr, au contrat de travail. Alors, sur ce, on peut dire que l'ouverture de la procédure de redressement ouvre directement la porte vers une phase de la continuité de l'exploitation et nomme les organes de procédure et surtout le syndic qui va nous établir un bilan économique et financier et social selon l'article 592 et ce qu'on va étudier dans la prochaine séance, si Dieu le veut bien. Je vous souhaite une bonne chance et merci pour votre attention.